3 drones abattus en 6 minutes, dans un pays qu'on disait sous-équipé et invisible sur les radars du monde. Ce coup de tonnerre au-dessus du Burkina Faso n'est pas seulement une prouesse technique ceste l'instant, où un ciel surveillé devient un espace revendiqué, où chaque trajectoire de métal traduit une bataille pour la souveraineté. Alors, que signifie vraiment pour vous qu'Ibrahim Traoré, au cœur de l'équation Ibrahim Traoré Burkina Faso, ait choisi de répondre au lieu de subir? Et si cette nuit où le bourdonnement ceste éteint annonçait la fin de frontières tracées sans vous? Dans les heures qui ont suivi cette interception fulgurante, une question a traversé les analyses que révèle réellement cette riposte pour un pays souvent relégué aux marges des Burkina Faso News. La promesse implicite est claire: comprendre comment un État limité en moyens peut transformer un risque majeur en levier stratégique, une dynamique que beaucoup n'attendaient pas. Cette lecture, centrée sur la vulnérabilité devenue ressource, ouvre une piste essentielle pour toute réflexion posée sur la sécurité aérienne africaine. Ensuite, l'examen minutieux des signaux, trajectoires et silence radar montre que la crise n'était pas un simple épisode technique, mais le test d'une coordination nationale encore sous-estimée. Un détail, pourtant discret, agit ici comme micro-hook si 3 drones ont été neutralisés. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais été repérés? D'autre part, la montée en vigilance, relayée dans certains échos d'Ibrahim Traoré Burkina Faso, annonce une reconfiguration des priorités internes. Les institutions, les ingénieurs et les unités territoriales se retrouvent liés par un même enjeu: ne plus laisser à l'extérieur le privilège d'interpréter le ciel. L'hypothèse que beaucoup jugeaient improbable cesse confirmée dès les premières heures: le bourdonnement n'était pas un écho anodin du Sahel, mais la première pièce d'une mécanique discrète, patiemment calibrée. Puis, un second constat est tombé presque clinique: les trajectoires relevées dans les rapports militaires formaient un motif répétitif, comme une couture invisible tirant toujours vers les mêmes zones sensibles. Ces deux révélations, posées bout à bout, ont agi comme une fissure dans le silence officiel et ont déclenché la bascule. Ce glissement n'est pas né d'un seul incident, mais d'une chaîne de signaux faibles qui se sont accumulés. D'abord les lumières mouvantes observées sur les avant-postes, ensuite les écarts infimes dans les fréquences radars, enfin la concordance des témoignages provenant de régions éloignées. Chaque fragment ressemblait à un simple grésillement, mais leur cohérence finissait par dessiner l'ombre d'une intention. C'est dans ce labyrinthe d'indices qu'Ibrahim Traoré a reconnu non pas une coïncidence, mais une progression mesurée, presque organique. Ensuite, les premières analyses croisées ont révélé un enchaînement clair. Les drones apparaissaient en altitude haute, prudence initiale. Puis ils descendaient progressivement, phase d'ajustement. Enfin, ils adoptaient des routes plus serrées autour des sites stratégiques, s'approches ciblées. Vue ainsi, la crise n'était plus une suite de phénomènes isolés, mais une tentative de pénétration graduelle, étirée sur plusieurs nuits et soigneusement modulée. En revanche, au sein de la capitale, le scepticisme persistait encore. Les autorités tardaient à reconnaître l'ampleur du problème, laissant la chaîne causale se déployer presque librement. Mais lorsque les relevés militaires ont été mis en parallèle, la transformation est devenue inévitable. Le pays faisait face à une surveillance extérieure méthodique, et la patience cessait d'être une option. Au moment où les relevés militaires commençaient enfin à parler d'une même voix, deux figures au sein du dispositif burkinabé ont émergé comme guides silencieux: les opérateurs de terrain et les ingénieurs chargés d'ajuster des équipements à bout de souffle. Leurs récits, bien que distincts, éclairaient une même tension stratégique.
Dans le premier cas, les soldats des avant-postes rapportaient des lumières erratiques, des trajectoires lentes, puis brusquement plus nerveuses, comme si quelque chose testait les limites de leur perception. Ils décrivaient ces phénomènes avec une précision austère, altitude fluctuante, pulsation faible mais régulière, disparition en net dès que les faisceaux montaient trop. Cette répétition créait un sentiment d'intrusion progressive, presque intime, qui les maintenait sur le fil. Dans le second cas, les techniciens observaient les radars obsolètes réagir par micro-écarts, des lignes qui tremblaient imperceptiblement, puis revenaient à la normale comme si l'intrus tentait de passer entre deux respirations. Ils avaient appris à lire ces variations comme d'autres lisent un pouls. Chaque silence soudain devenait un message, chaque vibration minime une alerte. C'est lorsque ces deux récits ont été superposés qu'Ibrahim Traoré a perçu la profondeur du problème. Le terrain décrivait l'apparition, la technique l'intention. Ensemble, ils formaient un écho structuré. Comment ignorer encore une mécanique aussi patiente, aussi précise? En revanche, Maudieu se dégageait déjà, le psychologique était aussi déterminant que la menace elle-même. Et la question centrale, désormais, tenait en 12 mots quand une surveillance se resserre ainsi. Que reste-t-il encore à perdre? Avant l'escalade, le ciel burkinabé ressemblait à une surface fragile parcourue de murmures nocturnes que beaucoup jugeaient anecdotiques. Après les premières alertes sérieuses, ce même ciel devint un territoire contesté, scruté comme jamais auparavant. Le passage d'un simple bourdonnement à une menace avérée fut rapide, presque abrupt. Chaque nuit semblait plus dense, chaque vibration plus lourde. Les soldats, autrefois habitués au bruit du Sahel, apprirent soudain à distinguer ce qui relevait du vent et ce qui relevait d'une intention extérieure. Cette bascule nette forma le premier fil d'une séquence qui allait s'étirer jusqu'à l'opération finale. Dans les premiers jours, l'apparition des drones semblait sporadique. Un point lumineux, puis un second, puis rien. Le cycle se répétait. L'absence d'un schéma clair laissait penser à des tests, à des sondages prudents. Les unités observées, notées, tentaient de comprendre. Tout paraissait encore réversible. Les les radars fatigués n'affichaient que des secousses faibles. Les opérateurs se fiaient davantage à leurs yeux qu'à leurs écrans. Le pays vivait un entre-deux inquiet, mais pas encore certain. Ensuite, le rythme changea. Les vols devinrent plus constants, les altitudes plus basses, les trajectoires plus serrées. Le hasard cédait la place à une. Ce glissement transformait la vigilance en urgence. Les avant-postes signalaient désormais des passages répétés au-dessus de zones sensibles. Les techniciens voyaient les fréquences radars s'agiter comme si quelque chose cherchait systématiquement la fissure parfaite. Le pays se retrouvait pris dans une progressivité claire, première approche, premier ajustement, puis première tentative de pénétration. Puis vint la phase critique. Les drones apparurent pas plus rapprochés. Les trajectoires suivaient désormais une logique en boucle, revenant sur les mêmes segments, comme pour cartographier l'intérieur du territoire. Les variations de vitesse trahissaient une prise de mesure active. Cette fois, les soldats sur le terrain savaient ce qu'ils observaient pas une divagation technologique, mais un repérage. Le pays sentait son horizon se rétrécir, la marge d'analyse fondait, la réaction devenait inévitable. À partir de là, la séquence s'emballa. Le réseau de surveillance fut entièrement réorienté. Les radars furent recalibrés. Les équipes au sol alignèrent les relevés, regroupèrent les témoignages, rapprochèrent les heures, les angles, les silences. Le territoire entier se comportait comme un seul organisme en état d'alerte. Les drones, eux, accentuaient leur présence. Les nuits devenaient lourdes, presque métalliques. Les opérateurs sentaient que le point de rupture approchait. Alors, le premier incident se produisit. Un drone
d'une vitesse anormalement élevée fut détecté à 3 heures du matin. Quelques minutes plus tard, un second suivit la même trajectoire énigmatique. Un troisième tenta une échappée vers le sud. La séquence n'était plus une hypothèse, elle était une offensive. Le pays passa en mode défense active. Les unités prirent masse position. Les techniciens verrouillèrent les signaux. Les ordres se propagèrent d'une poste à l'autre avec une précision nouvelle. C'est dans cette tension que l'intervention dirigée par Ibrahim Traoré fut déclenchée. En moins de 6 minutes, les 3 appareils furent neutralisés. Le ciel, brusquement, retrouva un silence d'une densité nouvelle. La comparaison s'imposait avant, un pays scruté, après, un pays qui répondait. Le retournement de situation, brutal et maîtrisé, marqua l'entrée du Burkina Faso dans une phase entièrement différente, celle où il n'attendait plus la menace, mais la stoppait. Avant l'opération, les radars burkinabés ne distinguaient que des signaux faibles et irréguliers. Après recalibrage, ces mêmes systèmes parvinrent à isoler une trajectoire précise culminant à 2000 mètres. Cette altitude indiquait une phase de reconnaissance prudente, révélant une intrusion méthodique plutôt qu'un survol aléatoire. Dans la nuit suivante, un second drone fut repéré à 1500 mètres, valeur confirmée par les équipes au sol. Cette descente marquait une tentative évidente de contourner la détection classique, signalant une adaptation tactique du dispositif étranger. Enfin, le dernier appareil fut intercepté à 1800 mètres, malgré une route fuyante vers le sud. Cette altitude fluctuante traduisait une manœuvre d'évasion, preuve d'un contrôle extérieur cherchant à rompre la fermeture radar. Ces trois, ces trois formaient un triptyque cohérent: altitude élevée pour observer, altitude basse pour tenter de dissimuler, altitude moyenne pour fuir lorsque la couverture se resserrait. L'ensemble composait une progression technique lisible, presque pédagogique. Ensuite, l'analyse quantitative menée par les équipes fit apparaître un autre indicateur clé: la vitesse. Le premier drone volait à une cadence de 400 km par heure, confirmée par plusieurs points d'observation. Les ingénieurs interprétèrent cette allure comme une signature de machine sophistiquée, capable d'ajuster rapidement sa route en fonction des capteurs adverses. D'autre part, ce delta entre altitude et vitesse ne fut pas considéré isolément. Les techniciens comparèrent les fréquences captées avant et après recalibrage, notant que la sensibilité accrue des radars permettait désormais d'identifier les ruptures infimes produites par les appareils. La variation d'une souffle électronique suffisait désormais à déclencher une alerte, alors qu'elle aurait été ignorée quelques jours plus tôt. TMODLAT-4, l'étude croisée des trajectoires, révéla que les 3 drones convergeaient vers les mêmes zones stratégiques, répétant un motif circulaire. La constance de ces itinéraires, d'apparence anodine, indiquait un processus de cartographie progressive, un repérage patient, presque chirurgical. Kung-Luk, les témoignages militaires complétaient les relevés numériques. Les soldats décrivaient des pulsations lumineuses brèves, parfois synchronisées avec les anomalies radar. Ce maillage d'informations superposées aux chiffrés renforçait l'hypothèse d'une intrusion organisée et non d'un phénomène isolé. En revanche, les sceptiques avancèrent que la détection améliorée résultait davantage d'un coup de chance que d'un véritable progrès technique. Pourtant, la répétition des mesures et leur cohérence interne rendaient cette lecture difficile à défendre. Les chiffres, sans être spectaculaires, formaient une preuve silencieuse mais robuste. C'est à partir de cet ensemble structuré qu'Ibrahim Traoré confirma que la menace n'était plus hypothétique. Les altitudes, vitesses, motifs composaient un schéma opérationnel complet. La démonstration n'avait rien d'un éclat dramatique. Elle reposait sur une accumulation de variations précises,
chacune ajoutant une strate à la compréhension du danger. Today, la dimension stratégique dépassait la simple neutralisation de 3 drones. Elle reposait désormais sur une capacité mesurée, identifier, suivre, interpréter, puis répondre. La preuve quantitative n'était pas une fin, mais le socle d'une souveraineté reconstruite par la vigilance. Les analyses critiques n'ont pas tardé à s'exprimer, articulant 2 thèses opposées destinées à tester la solidité de la riposte burkinabé. La première soutenait que l'interception de 3 drones relevait davantage d'un concours de circonstances que d'une montée en capacité réelle. Selon cette lecture, les appareils détruits n'auraient pas déployé tout leur potentiel technologique, laissant entendre que leur neutralisation demeurait une exception plutôt qu'une démonstration durable. Les sceptiques insistaient qu'un assaut plus élaboré, doté d'algorithmes plus agressifs ou de signatures plus furtives, aurait échappé à la détection locale. La seconde thèse, tout aussi structurée, affirmait que les systèmes de défense du pays restaient trop rudimentaires pour affronter des menaces répétées. Dans ce raisonnement, l'amélioration soudaine des radars n'était qu'une adaptation d'urgence, une flamme brève face à une tempête technologique. À leurs yeux, la vulnérabilité demeurait intacte. Une attaque future, plus sourde, le TIRID, plus dense, balayerait les mécanismes mis en place sur le terrain. Et pourtant, à mesure que les arguments s'alignaient, une réponse prenait forme en miroir. Elle revenait encore et encore sur le même socle, et encore, comme si la répétition elle-même devenait preuve. L'opération n'avait pas reposé sur une unique prouesse, mais sur une coordination progressive englobant soldats, techniciens et opérateurs radars. Cette cohérence ne relevait ni du hasard ni de l'intuition momentanée. Elle s'était construite nuit après nuit au rythme des observations accumulées. Ensuite, l'alignement des trajectoires repérées, la capacité à suivre les variations d'altitude et à détecter les vitesses anormales indiquaient une montée en compétence qui dépassait le simple succès ponctuel. Les critiques pouvaient questionner la portée stratégique de l'exploit, mais ils ne pouvaient effacer la mécanique d'apprentissage déjà enclenchée. L'argument de fond, finalement, ne cherchait pas à nier les limites matérielles du pays. Il montrait que la défense, loin d'être figée, reposait sur une adaptabilité méthodique. Là où d'autres voyaient une faille, beaucoup voyaient désormais une trajectoire, celle d'un système qui apprenait à lire son propre ciel, un calme avant la tempête. Ce basculement survint lorsque le pays réalisa que la neutralisation de 3 drones n'était pas seulement un acte défensif, mais une fracture stratégique modifiant l'équilibre entre observateurs et observés. Jusque-là, les analyses restaient centrées sur la performance technique. Désormais, c'était l'architecture même de la surveillance qui se révélait. Temotlat 4, la mise en réseau des postes militaires, des radars recalibrés et des équipes au sol créa un continuum inédit. Ce tissu de vigilance, dispersé quelques jours plus tôt, devint un seul organisme attentif. L'approche graduelle des drones n'était plus lue comme une suite d'intrusions, mais comme une manœuvre plus large, révélée par les répétitions mêmes de leur trajectoire. Kung-Luk, l'intervention décisive d'Ibrahim Traoré, fit émerger une dynamique nouvelle, la compréhension que la réaction pouvait elle aussi devenir structurelle. Le pays ne subissait plus la progression adverse. Il l'anticipait. En revanche, les drones, autrefois perçus comme silhouettes lointaines, devinrent les marqueurs involontaires d'un recentrage national. Leur chute en 6 minutes n'était pas seulement un résultat militaire, mais une preuve que la marge de manœuvre pouvait être reprise. Les conséquences de l'interception des 3 drones se sont déployées comme un faisceau de transformation, chacune touchant un pan distinct de la vie nationale. Le pays ne se contentait plus d'observer une menace. Il découvrait ce que signifiait répondre avec cohérence. Dans cette dynamique, les CEST manifestaient sur 4 axes majeurs,
chacun révélant un changement tangible dans l'équilibre interne et externe du Burkina Faso. Un niveau national. La population a perçu l'opération comme une rupture symbolique avec le sentiment d'impuissance accumulé par des années de surveillance silencieuse. Les récits provenant des villages, des postes isolés et des zones urbaines ont circulé rapidement, faisant de la neutralisation des drones un point d'ancrage collectif. L'épisode a ravivé une confiance souvent émoussée, donnant à chacun l'idée que le pays pouvait, malgré ses moyens limités, défendre sa souveraineté. En revanche, cette fierté nouvelle s'accompagnait d'une vigilance accrue. Si le ciel pouvait être contesté une fois, il pourrait l'être encore. 2. Dimension militaire. Les unités engagées dans la surveillance et la riposte ont vu leur rôle reconfiguré. Elles n'étaient plus seulement chargées de signaler, mais de participer à une architecture plus dense, reliant postes, ingénieurs, techniciens et opérateurs radars. Cette cohésion, forgée dans la contrainte, devint une ressource stratégique. Ensuite, la démonstration que 3 appareils sophistiqués pouvaient être abattus en 6 minutes transforma la perception interne des capacités du pays. La discipline, davantage que la technologie, apparaissait comme la véritable clé d'efficacité. 3. Niveau national développement. Les secteurs économiques stratégiques ressentirent immédiatement les répercussions de cet épisode. Des zones autrefois perçues comme vulnérables sites industriels, axes logistiques, espaces d'exploitation gagnèrent une visibilité nouvelle. Les responsables locaux comprirent que sécuriser le ciel revenait à sécuriser l'activité. Today, plusieurs administrations commencèrent à réexaminer la gestion des ressources et les modalités de protection associées. Les drones détruits n'avaient pas seulement été des intrus, ils avaient exposé les points de fragilité que le pays devait renforcer. 4. Coût VUS international. La scène régionale fut, elle aussi, bouleversée. Les analystes du Sahel redéfinirent leur modèle, conscients que la neutralisation rapide d'une intrusion organisée changeait la hiérarchie habituelle entre observateurs et observés. D'autre part, les puissances extérieures durent revoir leurs évaluations. L'opération montrait que même un appareil technologique avancé pouvait être stoppé par une organisation patiente, alignée et méthodique. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré devint une figure retenue dans plusieurs analyses, non comme symbole isolé, mais comme vecteur d'un repositionnement national assumé. El Final tenait moins à la destruction de 3 drones qu'au déplacement des lignes de perception. Le Burkina Faso avait montré que son ciel n'était plus une zone neutre, mais un territoire à défendre, à comprendre et à revendiquer. Les mois suivants, l'opération annonçait une phase cruciale, celle où la victoire technique devait devenir une orientation stratégique. Les signaux recueillis, les trajectoires des drones et la riposte coordonnée formaient un socle sur lequel bâtir une vision à moyen terme. Pour le Burkina Faso, 3 chemins se dessinaient, chacun porteur d'enjeux différents pour son ciel, ses institutions et sa souveraineté nouvellement affirmées. Scénario de base. Le pays stabiliserait ses capacités actuelles en poursuivant le recalibrage des radars, en consolidant le réseau de surveillance et en structurant la coordination entre postes avancés et techniciens. Ce scénario miserait sur la prudence, maintenir le niveau atteint, absorber les apprentissages récents et éviter les ruptures brutales. Les premiers mois seraient consacrés à aligner doctrine, chaîne de communication et modalités d'évaluation. En revanche, ce rythme raisonnable pourrait ralentir les avancées, mais aurait l'avantage d'installer une base durable. 2. Scénario optimiste. Le pays pourrait transformer l'élan acquis en accélération stratégique, renforcer rapidement les infrastructures, former davantage de techniciens spécialisés
et élargir la capacité de détection sur l'ensemble du territoire. D'autre part, une dynamique régionale pourrait émerger si les voisins du Sahel décidaient de s'inspirer du modèle burkinabé. Ce scénario reposerait sur trois leviers: consolidation interne, montée en compétences, coopération ciblée, un tricolon qui, appliqué avec discipline, ferait évoluer le rapport de force technologique. 3. Scénario pessimiste. Les puissances extérieures pourraient réagir en approfondissant leurs méthodes, en adoptant des drones plus furtifs ou en employant des stratégies moins détectables. Ce scénario verrait le pays se confronter à une pression silencieuse, mêlant isolement diplomatique, réajustements économiques et menaces plus travaillées. Dans un tel contexte, la marge de manœuvre se rétrécirait vite et la capacité de défense risquerait de s'éroder si l'élan actuel n'était pas entretenu. Un cadre mental à maintenir l'essentiel, dans ces trois trajectoires, tient au même principe pensé en couches successives, non en réactions isolées. Lire les signaux, comprendre leur rythme, anticiper leur usage, cette logique d'observation active éviterait que le pays retombe dans un cycle de surprises. La souveraineté aérienne ne dépendrait plus d'un incident, mais d'une vigilance cultivée. Au lendemain de l'opération, le pays s'est retrouvé face à une nouvelle équation: comment transformer une victoire tactique en sentiment collectif durable? Les habitants, longtemps habitués à contempler un ciel silencieux sans en maîtriser les contours, ont découvert qu'une réponse nationale cohérente était possible. La tension accumulée durant ces nuits d'incertitude s'est muée en une forme de lucidité partagée, ouvrant un espace où chacun pouvait enfin se sentir concerné par la sécurité aérienne. En revanche, cette prise de conscience n'avait rien d'abstrait. Elle se traduisait dans les gestes du quotidien, dans la manière d'écouter les rumeurs du vent, dans la vigilance accrue face aux signes inhabituels. Pour les jeunes générations, l'épisode agissait comme un repère nouveau. Ils y voyaient la preuve qu'un pays aux moyens limités pouvait se dresser face à une technologie autrement plus sophistiquée, à condition d'apprendre vite et d'observer avec précision. Ensuite, une question revenait souvent dans leurs discussions: comment anticiper d'autres menaces si le ciel peut changer d'un jour à l'autre? Cette interrogation, loin de nourrir la peur, forgeait une responsabilité émergente. Les acteurs institutionnels, quant à eux, percevaient la portée du moment. Ils comprenaient que la vigilance ne pouvait plus reposer uniquement sur les militaires ou les techniciens. Une organisation plus large, intégrant administration locale, réseau civil et unités de terrain, devenait nécessaire pour éviter qu'un tel épisode ne soit perçu comme un événement isolé. Mogwai simple était souvent évoqué: consolider les canaux d'alerte, même rudimentaires, pour que chaque anomalie puisse être relayée avec cohérence. Enfin, pour les observateurs extérieurs, l'affaire rappelait qu'un ciel contesté n'est jamais un espace lointain. Et la question, désormais, se posait à chacun: comment un pays peut-il maintenir sa souveraineté si ceux qui vivent sous ce ciel ne s'y reconnaissent pas? À ce stade, la question centrale ne tenait plus seulement à la neutralisation des intrusions, mais à la construction d'une architecture pérenne capable de protéger le pays sur plusieurs années. Le Burkina Faso devait organiser une montée en compétences méthodiques, articulée autour d'étapes claires, afin que l'épisode des drones ne reste pas un simple sursaut stratégique. Ensuite, la cohérence entre institutions, techniciens, unités de terrain et population civile devenait indispensable pour éviter tout retour à un état de vulnérabilité silencieuse. 1. Renforcer la détection locale. Les radars recalibrés représentent un socle, mais leur fiabilité dépend d'ajustements continus. Le pays gagnerait à structurer un cycle régulier de vérification, d'entretien et de simulation, même avec des moyens limités. Cette routine simple créerait une base technique stable. 2.
formèrent une génération d'opérateurs spécialisés. Les premiers résultats ont montré que l'interprétation des signaux était décisive. Développer un parcours de formation court orienté vers la lecture d'altitude, de rupture de trajectoire et de variation de fréquence renforcerait la précision des équipes. 3. Construire un réseau intégré civil-militaire. Plusieurs anomalies avaient été remarquées d'abord sur le terrain avant d'être confirmées par les radars. Connecter ces deux sources par des circuits d'alerte simplifiés éviterait toute perte d'une formation. 4. Harmoniser la réaction stratégique. Les unités au sol devraient disposer de protocoles unifiés, leur permettant d'agir selon un schéma identique en cas de nouvelle intrusion. Cette harmonisation limiterait les hésitations et accélérerait la prise de décision. C'est sur cette trajectoire structurée qu'Ibrahim Traoré inscrivait son approche bâtir une souveraineté aérienne fondée sur la discipline, l'apprentissage et la continuité, plutôt que sur un unique succès spectaculaire. Lorsque le calme revint au-dessus du Burkina Faso, un détail persista dans les mémoires, ces lignes tremblantes sur les radars, celles que les techniciens scrutaient dans la pénombre et que les soldats tentaient d'interpréter depuis leurs avant-postes. Ce motif, d'abord lu comme une gêne technique, devint peu à peu l'emblème silencieux d'un pays qui avait appris à écouter son propre ciel. Chaque vibration, chaque souffle capté dans les fréquences rappelait que la souveraineté ne naissait pas d'une geste unique, mais d'une attention patiente. Ensuite, les hommes et les femmes qui avaient veillé sur ces écrans obsolètes comprirent que leur rôle dépassait l'anecdote opérationnelle. Ils avaient été les premiers à percevoir l'intrusion, les premiers à relier les signaux, les premiers à établir le fil conducteur qui mènerait au retournement de situation. Cette continuité formait désormais la mémoire technique du pays. C'est dans cette profondeur silencieuse qu'Ibrahim Traoré trouva le symbole de la transformation, un pays capable de reconnaître le moindre frémissement de son horizon. Le motif des lignes tremblantes, loin d'être un défaut ancien, devenait la preuve que l'attention collective pouvait triompher. Le ciel se lit avant qu'il ne se défend. À mesure que l'épisode des drones s'éloigne, une autre dynamique apparaît, celle d'un pays qui redécouvre la valeur de son propre ciel. Le Burkina Faso n'est plus seulement un territoire observé, il devient un espace où chaque citoyen peut reconnaître la part qu'il occupe. Comme deux rives d'un même fleuve, vigilance collective et souveraineté aérienne avançant ensemble, chacune renforçant l'autre. Ensuite, cette compréhension nouvelle invite à un geste simple, prêter attention, partager ce que l'on perçoit, relayer l'inattendu. Les signaux qui semblaient autrefois lointains deviennent des repères familiers, et chacun peut contribuer à maintenir cette lucidité. Une nation soudée par le regard posé sur son ciel construit une forme de stabilité qui dépasse les seules capacités militaires. D'autre part, la discussion reste ouverte: comment maintenir cette vigilance dans la durée sans céder à l'alerte permanente? Cette interrogation n'appelle pas une réponse unique, mais un espace de parole où chacun peut réfléchir, commenter, questionner. Si ce récit vous interpelle, que souhaitez-vous explorer ou comprendre davantage dans cette histoire de souveraineté retrouvée?